Mesdames et Messieurs. C'est un honneur pour moi de prendre la parole pour clore cette journée d'échange que j'ai trouvée extrêmement riche sur la régulation financière face au changement climatique. Merci de m'avoir invité. Merci à toutes les personnes présentes d'avoir été ici, d'être ici jusqu'à la fin. Je trouve que ça a été une journée exceptionnelle. Toute la journée, nous avons réfléchi à une grande question, plusieurs questions, donc j'aimerais synthétiser une grande question qui traversait, je crois, plusieurs de nos échanges, et je la formulerai ainsi. À quoi peut-on raisonnablement s'attendre de la part du secteur financier en matière de transition écologique? Et le corollaire juridique de cette question-là serait comment le droit peut-il intervenir pour s'assurer que les acteurs financiers se comportent effectivement à la hauteur de ces attentes? À l'horizon de la crise écologique, nos attentes envers la finance sont multiples et en vérité, je crois que nous n'avons pas tous exactement les mêmes attentes envers la finance. Et c'est sans doute ce qui fait de la finance durable un domaine aussi dynamique, attrayant, notamment pour les professionnels qui y œuvrent, mais également parfois confus et certains diront peut-être même parfois trompeurs. Et ce sont ces attentes multiples envers la finance que j'aimerais explorer pour terminer la journée, en faisant un bref retour sur le mouvement de la finance durable, qui n'est pas d'abord un mouvement juridique, mais qui émane plutôt de la société civile, du secteur financier lui-même, et qui s'est construit au cours plus ou moins des 20 dernières années. Alors, j'y vois un mouvement en 3 temps. Le premier temps nous amène au début du mouvement de la responsabilité sociale des entreprises, qui se structure dès les années 1980-1990. À cette époque, des organisations de la société civile commencent à mettre de la pression sur les entreprises multinationales pour qu'elles exercent un meilleur contrôle sur leur chaîne de production, de façon à assurer des conditions de travail et des conditions de vie décentes pour les populations qui accueillent ces entreprises à l'étranger, qui sont souvent situées dans des pays en voie de développement. En réponse à ces revendications, les entreprises se mettent à adopter des codes de conduite, d'autres formes d'engagement volontaire pour montrer qu'elles sont sensibles à ces enjeux-là et qu'elles tentent d'y répondre. En finance, la même dynamique donne naissance au mouvement de l'investissement responsable, qui est d'abord porté par des investisseurs militants qui invoquent des motifs moraux, religieux ou politiques pour boycotter certaines entreprises et tenter de les réformer en leur adressant des demandes précises. Pour donner un exemple historique, la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud a par exemple donné lieu à une importante campagne de désinvestissement dans les années 1980 qui a eu du succès à l'époque et qui a inspiré d'autres campagnes ultérieures comme celle du désinvestissement des énergies fossiles un peu plus près de nous. L'attente qu'exprime le mouvement de l'investissement responsable est que la finance ne soutienne pas les entreprises qui ont un impact préjudiciable sur les droits humains et de plus en plus aujourd'hui, la préoccupation, c'est les implications sur l'environnement et que la finance durable use au contraire de son influence pour inciter les entreprises à améliorer leurs pratiques sociales et environnementales. Alors, le secteur financier n'est pas resté sourd à cette attente, au contraire. On a l'intégration des critères ESG dont on a parlé, qui est devenue une pratique de plus en plus répandue dans le milieu de l'investissement, de plus en plus vue comme une bonne pratique, une pratique prudente. Et on a vu se multiplier l'offre de fonds d'investissement qu'on dit responsables, verts, durables, éthiques, etc. Pour renforcer la crédibilité des acteurs financiers qui se prétendent responsables, verts, durables et autres vertus, on a vu apparaître aussi des normes volontaires, souvent multipartites, qui sont venues codifier les attentes entourant l'investissement responsable. Au Canada, tant la RSE que l'investissement responsable sont demeurés peu contraignants d'un point de vue juridique. Pour l'essentiel, on a longtemps laissé l'industrie établir en quoi consiste un comportement responsable en affaires, mais aussi en finance. Et le seul aspect sur lequel, à mon avis, on sent vraiment une volonté naissante d'intervenir juridiquement concerne la lutte contre les représentations trompeuses en matière sociale et environnementale, le greenwashing, on en a parlé,
côté, avec les développements récents en droit de la concurrence, avec ceux qu'on voit en droit des valeurs mobilières, on a mentionné la procédure récente initiée par la Commission de valeurs mobilières de l'Ontario. Donc, on voit quelque chose qui avance, mais on est au tout début de ce mouvement-là, je crois. Le deuxième temps de la finance durable commence, à mon avis, en 2015, juste avant l'accord de Paris, avec un discours de Mark Carney, qui était un peu moins connu du grand public à l'époque, qui était alors gouverneur de la Banque d'Angleterre, président du Conseil de stabilité financière, et qui s'est mis à alerter le secteur financier sur les risques systémiques que font peser les changements climatiques sur le système financier mondial. Alors, le risque climatique, nous dit en substance Carney à l'époque, est un risque financier à part entière qui devrait donc être divulgué comme tel aux investisseurs et géré prudemment par les institutions financières. Ce discours de Mark Carney marque un tournant, je crois, dans le mouvement de la finance durable, car il fait entrer les changements climatiques dans le discours dominant, mainstream, de la finance, et ça aussi bien du côté des régulateurs financiers que des banques ou des assureurs. On se met alors à élaborer, on en a parlé, des nouvelles normes de divulgation, d'abord volontaires, des risques financiers liés au climat, d'abord avec les recommandations du TCFD, puis à l'initiative de la profession comptable avec l'ISSB, et dans plusieurs juridictions, on en a parlé, ces normes de divulgation sont devenues ou sont en voie de devenir obligatoires. De plus, les risques financiers liés au climat font maintenant partie des risques que devraient surveiller les institutions soumises à une réglementation prudentielle en tenant compte dans leurs réserves de capitaux, dans leurs réserves de liquidité, dans les tests de résistance à laquelle elles doivent se conformer. Et donc, au Canada, on a parlé des lignes directrices du BCIF et de l'AMF. Bref, en matière de risques financiers liés au climat, la machine réglementaire semble désormais en marche pour faire en sorte que les acteurs financiers soient en mesure de mieux comprendre comment les changements climatiques pourraient affecter leur situation financière et leur profitabilité. Or, la question qu'on peut se poser, c'est qu'une institution financière qui gère mieux ces risques financiers liés au climat améliore-t-elle automatiquement son empreinte écologique? Et à mon avis, pas forcément. On aimerait croire que les investisseurs mieux conscients des risques climatiques vont investir davantage dans des projets contribuant à la transition écologique, mais jusqu'ici, ce n'est malheureusement pas ce qu'on observe en pratique, ou du moins pas de manière systématique ou à grande échelle. Malgré le risque climatique, un grand nombre d'acteurs financiers estiment par exemple qu'il peut encore être profitable d'investir dans les énergies fossiles. Il y a donc une déconnexion, à mon avis, entre la prise en compte des risques financiers liés au climat à laquelle s'attendent les investisseurs et les régulateurs financiers et l'impact social et environnemental de la finance qui préoccupe, je dirais, le reste de la société. D'où ce chaînon manquant de la finance durable qu'invoquait le titre de ma présentation et qui sera, à mon avis, au cœur des développements à venir de la finance durable. Alors, quel est ce chaînon manquant? La responsabilité. On n'y est pas encore au Canada, mais c'est la direction vers laquelle, à mon avis, nous pousse l'Europe, qui est actuellement le leader mondial en matière de finance durable. Malgré les récentes remises en question, mais reste que l'Europe a fait des grands pas. Donc, je vous disais tout à l'heure que la RSE ne s'était pas traduite en droit canadien par beaucoup de mesures contraignantes. La situation est différente en Europe, où notamment des règles obligatoires de divulgation d'informations extra-financières se consolident depuis déjà presque une vingtaine d'années, qui visent à documenter les impacts sociaux et environnementaux des grandes entreprises d'une manière qui soit utile non pas seulement aux investisseurs, mais à tout un éventail de parties prenantes, incluant la société civile, incluant éventuellement les victimes des dommages qui pourraient être causés par les entreprises. Cette obligation de divulgation est désormais doublée en Europe d'un devoir de vigilance des grandes entreprises qui doivent de manière proactive évaluer les risques d'atteinte à l'environnement et aux droits humains dans l'ensemble de leur chaîne de valeur, donc incluant leurs sous-traitants, leurs filiales, leurs partenaires d'affaires, et mettre en place des mesures pour les prévenir. Lorsque ce devoir
de vigilance s'applique aux institutions financières. Donc, on a vu que c'était encore débattu politiquement. C'est le cas en France. Ce n'est pas le cas au niveau européen. Mais donc, lorsque le devoir de vigilance s'applique aux institutions financières, celles-ci doivent évaluer les risques associés à l'utilisation des financements qu'elles procurent à leurs clients. Et donc, on voit jusqu'où ça peut nous mener. Les règles européennes exigent en outre depuis peu que les grandes entreprises élaborent et mettent en œuvre des plans de transition alignés sur les cibles de l'accord de Paris. Donc, on a mentionné à plusieurs reprises les plans de transition. On n'a pas beaucoup expliqué en quoi ça consiste, mais un plan de transition exige notamment que l'entreprise fixe des objectifs chiffrés de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre d'une manière qui soit compatible avec un scénario de réchauffement d'au plus 1,5 degrés Celsius, avec des cibles intermédiaires aux 5 ans et qu'elle fasse rapport annuellement sur l'atteinte de ces objectifs. Donc, en Europe, les institutions financières, si elles ne sont pas soumises complètement au devoir de vigilance, sont soumises à la préparation et à la mise en œuvre d'un plan de transition, pour l'instant du moins. Donc, ensemble, cette série d'exigences vise à s'assurer que les grandes entreprises, y compris dans plusieurs cas les institutions financières, identifient leurs impacts directs et indirects sur l'environnement et les droits humains et prennent des moyens pour maintenir ces impacts à des niveaux acceptables. Et à mon avis, ces exigences ont pour effet de rehausser considérablement le devoir de prudence attendu des entreprises et le défaut de prendre les moyens appropriés pour identifier et pour réduire leurs impacts sociaux et environnementaux les expose au risque de devoir réparer les dommages qui pourraient survenir. Alors, d'une finance durable qui visait tout à l'heure la protection surtout de la stabilité financière face au changement climatique, on passe maintenant à une logique de responsabilisation beaucoup plus forte des entreprises qui contribuent à la crise écologique. Qui dit responsabilisation dit souvent contentieux. On observe en effet une hausse marquée du contentieux lié au changement climatique depuis quelques années, un contentieux qui vise de plus en plus les entreprises privées et notamment des entreprises du secteur financier. Donc, à ce jour, les résultats de ce contentieux climatique ne sont pas bouleversants, mais ils pourraient peut-être le devenir. Un article publié l'an dernier dans la revue Science soutenait, par exemple, que le risque de responsabilité était le risque financier lié au climat le plus gravement sous-évalué à l'heure actuelle, un risque qui pourrait complètement changer la répartition des coûts financiers engendrés par les changements climatiques. Alors, on sait que la facture associée au changement climatique est vouée à augmenter significativement au cours des prochaines années. On l'a vu dans les discussions sur l'assurance, c'est déjà en cours, ça va se poursuivre. Et il est donc plausible de croire que plus cette facture va augmenter, plus les victimes des changements climatiques vont être incitées à chercher réparation du côté des grands émetteurs historiques de gaz à effet de serre et peut-être aussi des entreprises qui ont soutenu et profité de leurs activités polluantes. Alors, pour conclure, je dirais qu'il est urgent de reconnecter nos attentes concernant la gestion prudente des risques financiers liés au climat à nos attentes plus substantielles et je dirais même plus existentielles en matière d'impact social et environnemental de la finance. Il faut trouver ce chaînon manquant de la finance durable. Il faut que les industries et les modèles d'affaires préjudiciables à la société et à l'environnement assument les risques, assument les coûts qu'ils font actuellement peser sur d'autres. La voie contentieuse n'est sans doute pas la plus désirable pour ce faire, pour plein de raisons, mais notamment parce que ça arrive après le fait. On veut prévenir plutôt que réparer, mais c'est malgré tout une voie qui se profile à l'horizon et qui pourrait changer drastiquement le potentiel de rentabilité de certaines industries. Alors, la question de la responsabilité pour les changements climatiques dépasse largement le cadre strict de la seule réglementation financière, mais je crois qu'elle concerne très directement les institutions financières et les professionnels de l'investissement. Il s'agit d'un risque à gérer, mais il s'agit aussi, je crois, d'un levier d'influence pour définir de quoi seront faits l'économie et le monde de demain. Alors, merci pour votre attention et je vous souhaite une bonne fin de journée.